de la compétition entre abeilles sauvages et abeilles domestiques. Et donc, donc c'est quelque chose qui existe en France, hein, c'est un sujet qui est travaillé, que nous travaillons depuis bientôt presque 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et là, le travail, c'est de montrer, faire un état des lieux des initiatives qui visent à restreindre en fait l'apiculture, hein, l'activité d'apiculture pour la conservation des abeilles sauvages à l'échelle européenne. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont un peu moins au fait du contexte et de l'actualité, en fait, faut savoir que depuis une dizaine d'années, si on regarde au niveau scientifique, les champs thématiques qui ont été travaillés, on s'aperçoit en regardant le graphique de droite, hein, qu'il y a eu en bleu sur plusieurs décennies là, et ça arrive en fait à un moment de croisement, une baisse des publications qui concernent les bioagresseurs. Alors sur les abeilles, enfin par rapport à Apis mellifera spécifiquement, et au bénéfice en fait de champs de recherche qui sont un peu plus larges et qui concernent les changements globaux, dans lesquels on a pu observer que les publications qui concernaient les habitats et les ressources liées aux abeilles sauvages par rapport aux abeilles mellifères, eh ben, avaient été multipliées par presque 3 en quelques années. Donc évidemment, c'est un sujet qui interpelle à ce niveau-là, mais ça interpelle aussi les pouvoirs publics et ça interpelle tout le monde sur le terrain, et les apiculteurs sont les premiers concernés lorsqu'en fait il y a des gestionnaires qui demandent de revoir les plans de transhumance des apiculteurs et leur stratégie, et parfois qui vont jusqu'à interdire l'accès à des emplacements sur lesquels ils avaient l'habitude d'aller depuis plusieurs années. Et donc, au niveau des politiques publiques, on a pu voir en fait une gouvernance et un périmètre qui a un peu évolué. Notamment en 2013, on avait deux plans liés aux abeilles, un porté par le ministère de l'Agriculture qui était vraiment dédié à l'apiculture proprement dite en tant que filière agricole, et puis un deuxième associé aux insectes pollinisateurs piloté par le ministère de l'Écologie. Et puis ce sujet faisant un peu son chemin, en fait, en 2021, sur le plan actuel qui est encore en cours, hein, c'est un plan maintenant qui s'appelle un plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation. Et donc c'est une co-tutelle, une co-coordination en fait maintenant pour vraiment aborder différemment cette question, et notamment aussi les interactions entre insectes sur certains territoires. Dans le contexte, on peut aussi noter que c'est un sujet qui génère aussi des conflits, hein, et notamment sur la perception du rôle de l'apiculture dans la pollinisation, ou en fait, ou même plus globalement, tout simplement le fait d'avoir des ruches et de les poser quelque part, ça interroge beaucoup de monde, comme j'ai commencé par le dire. Mais on est aussi dans un paysage où on est face à une injonction paradoxale, et en l'occurrence celle où on a des mesures agri-environnementales et climatiques, donc la MAEC API, qui vise à apporter une contrepartie financière à des apiculteurs, pardon, parce qu'ils ont des conduites qui sont favorables à la biodiversité, donc tout ça créé sur un argumentaire, mais que par ailleurs, en fait, il y a ces fameuses initiatives de régulation de l'apiculture dans certaines zones à enjeu de conservation. Et donc les médias s'en sont un peu relayés, en font le relais. Et là, c'est simplement une communication qui est en Suisse, parce qu'en fait, le travail que je vais vous présenter est fait par l'ITSAP avec des collègues suisses d'Agroscope. Donc, au-delà de la France, on a voulu réaliser cet inventaire financé donc dans le cadre du plan pollinisateur actuel, et donc par le ministère de l'écologie, et répondre à cette question: quelles sont les stratégies pour mettre en place des mesures de régulation de l'apiculture? Alors première étape, c'était déjà une première phase qu'on a terminée, qu'on est en train de finir de rédiger, qui est d'acquérir une vue d'ensemble des mesures prises ou envisagées à l'échelle européenne. Donc c'est passé par des questionnaires simples, et puis une deuxième phase qui vise à mieux comprendre la mise en œuvre de ces mesures, et quels sont un petit peu les tenants, les aboutissants, et la dynamique qu'il y a derrière.
Donc ça passe par des entretiens approfondis sur un panel un peu plus restreint d'initiatives. Donc ces mesures, première phase, voilà, au niveau méthodologique, peut-être certaines d'entre vous ont reçu des questionnaires hein, qui avaient été envoyés par mail en général et qui ont été envoyés dans des réseaux hein, qu'il a fallu aussi se constituer, enfin qu'on avait, mais qu'il a fallu aussi créer un carnet d'adresses. Et donc on est à la fois parti sur le secteur scientifique, notamment le réseau Colosse au niveau européen, donc ça c'est scientifique, les réseaux d'espaces protégés aussi on a pu générer, ou lorsque c'était possible, les syndicats apicoles. Au niveau des entretiens approfondis qui sont en train de se terminer, là, on est à la fois sur un entretien d'une durée d'à peu près 1 heure et qui vise à décrypter, décortiquer un certain nombre de points sur les processus de décision, hein, comment une décision de régulation est prise par les parties prenantes. Donc de décrire la mesure, de voir comment elle a été implémentée, enfin comment ou elle le sera si c'est en cours. Est-ce qu'il y a des indicateurs est-ce qu'il y a une surveillance et des indicateurs de collecte, en fait, d'impact de ces mesures? Et puis voilà, élargir un petit peu l'état des lieux et le ressenti aussi autour de ces mesures. Donc, alors, premier résultat sur la phase 1, hein, ces premiers questionnaires qui ont été envoyés. On a eu quand même 91 réponses, ce qui n'est pas rien, ce qui nous a un petit peu surpris quand même. Et on a pu identifier 52 cas. Donc quand je dis 52 cas identifiés, c'est des mesures derrière qui concernent donc cette régulation où on s'interroge sur l'effet des abeilles domestiques sur la conservation des abeilles sauvages. Et donc ça concerne quand même 23 pays au niveau de l'Europe. Les types de mesures, alors c'est là où on avait donné la possibilité de cocher, hein, c'était assez directif sur cette question-là. Et on voit quand même qu'un tiers des réponses concernent une interdiction de l'apiculture. Donc là, c'est pas une discussion directe, hein, c'est tout ou rien. Il n'y a pas trop de nuances. Et puis, il y a quand même un petit tiers aussi où, en fait, on laisse les choses telles qu'elles sont, mais on n'autorise plus de nouvelles ruches, donc plus de nouveaux emplacements ou d'arrivées. Et puis un quart où la proposition en fait de la mesure qui est réfléchie ou implémentée, c'est de réduire le nombre de colonies. Et ensuite, on a voilà, un ensemble d'autres leviers qui sont proposés et qui rassemblent aussi un quart des réponses et qui sont de réduire la distance, pardon, de travailler sur la distance, sur une distance minimale, d'être plutôt sur de l'information, de la sensibilisation des acteurs, ou d'avoir un nombre seuil, un nombre maximum de ruches, ou de travailler sur l'analyse de l'état de santé des colonies. Et finalement, très très peu de mesures qui visent à ajouter des ressources florales. Ça aussi, on peut dire que c'est assez surprenant puisque c'est bien sur cette question-là qu'on s'intéresse et que en fait, la concurrence se passe. Alors, au niveau de la cartographie, vous avez donc sur cette carte de l'Europe, donc en noir assez foncé, pour les évacuer des pays là qui n'ont pas fait remonter de mesures. Et puis les pays qui ont fait remonter enfin pas de mesures, et celles où il n'y a pas eu de réponse, elles sont en gris clair, sur la droite par exemple, et puis en gris foncé où là il y a eu des mesures qui ont été identifiées. Ensuite, on a différents types d'environnements hein, qui ont été proposés, et ils ont dû aussi cocher. Donc il y a des mesures qui concernent plutôt des environnements forestiers, d'autres urbains, d'autres concernent des espaces protégés, les milieux ruraux. Des sites militaires aussi ont été rassemblés, et puis enfin il y a des mesures qui sont sur un ensemble de sites. Et au niveau français, on a pu identifier une dizaine de mesures qui sont rassemblées présentées par des parcs nationaux et des conservatoires d'espaces naturels.
Donc ça, c'était pour la phase 1 et pour la phase 2. Donc là, il y a une petite dizaine d'entretiens qui sont en train de se dérouler actuellement. Donc qui sont faits répartis entre les collègues suisses et nous à l'ITSAP sur certaines mesures où les personnes ont souhaité aussi, étaient d'accord pour qu'on puisse s'entretenir avec elles et ont donné leurs coordonnées. Donc voilà, en France, ce sera donc des parcs nationaux et des conservatoires pour ce qu'on a pu recevoir actuellement. Au niveau de ce qu'on peut déjà en dire, hein, en termes de discussion, donc il y a évidemment de nombreuses mesures déjà en place. Donc c'est pas un phénomène uniquement franco-français. Il y a beaucoup de choses dont beaucoup sont en préparation ou en discussion. C'est pas forcément complètement implémenté. Donc je le répète, un tiers concerne tout de même une interdiction de l'apiculture, hein, ce qui n'est pas sans impact sur les circuits et l'économie des exploitations. Alors bien sûr, au niveau méthodologique, on peut noter tout de suite un biais impossible lié à la méthode d'échantillonnage, puisqu'on est sur la création d'un réseau, du volontariat pour répondre. Donc on est peut-être loin d'être exhaustif, mais voilà déjà un premier état des lieux. Et puis une diversité aussi des mesures, hein, donc tout type d'environnement pour l'instant qu'on pu être relevé. Donc c'est pas plutôt l'un ou l'autre, hein. Pour l'instant c'est tout type d'environnement. Et peut-être un point de discussion qui pourra être discuté, en fait, grâce aux entretiens, ces processus décisionnels qui aboutissent à la validation de mesures, donc peuvent s'appuyer sur des études scientifiques qui peuvent être dans le contexte réel du site où cette mesure s'applique. Et puis, parallèlement ou de manière un peu disjointe ou peut-être corrélée, il y a aussi parfois ces mesures qui sont prises tout simplement sur le, pour appliquer en fait un principe de précaution. On ne sait pas trop, mais on entend dire que donc du coup on met sous cloche et puis on évite de faire venir les apiculteurs. Donc ça, c'est des questions qu'on va essayer aussi de décortiquer. Et puis, bien sûr, on revient avec la première présentation de la matinée pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que représentent ces ressources florales pour ces gestionnaires qui mettent en place ces mesures. Est-ce qu'elles sont considérées comme un bien commun? Et donc voilà, je remets aussi cette définition assez simplifiée, hein, de la ressource partagée que personne ne peut s'approprier totalement, mais dont chaque utilisation diminue la quantité disponible. Donc voilà la manière peut-être dont on va discuter un peu ces résultats prochainement et qui devront être publiés sous forme scientifique. Et enfin, voilà, est-ce qu'il y a une gouvernance locale qui en ressort de tout ça? Est-ce que les acteurs concernés sont impliqués dans cette mécanique-là? C'est aussi les questions qu'on abordera. Je vous remercie.